sommes le 14 février 2003. Dans la ville de New York se tient une réunion. On donne la parole aux représentants de la France. Le lieu, le Conseil de sécurité des Nations Unies, la personne, M. Dominique de Villepin. Il plaque sa feuille sur son bureau, regarde une dernière fois ses notes, et là... Dominique de Villepin. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin est aussi l'un des artisans. Alors il y a fort à parier que M. de Villepin ne se doutait pas de l'écho qu'allait recevoir son discours en cet hiver de 2003. Entre calculs politiques, souveraineté nationale et droits de l'homme, en passant par les acteurs politiques de l'époque, sans oublier l'enjeu d'une guerre au Moyen-Orient, nous allons nous replonger dans ce début de siècle afin de comprendre comment un discours de près de 15 minutes et 41 secondes a-t-il pu marquer au fer rouge la place de la France dans le monde. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire choper l'appareil ou... Bon, tu parles d'une opportunité, hein. Quelle magoule. Ici l'affaire, vous occupez des autres. Il y a longtemps, mais ça fait plaisir. L'aventure, c'est l'aventure. Le 2 août 1990, l'Irak lance une attaque contre son pays voisin, le Koweït. Étant perçu à juste titre comme une agression, la réaction de l'ONU se fait vite ressentir. Le Conseil de sécurité adopte une résolution, la résolution 660, réclamant le retrait sans délai des forces irakiennes sur le sol du Koweït. Cependant, l'Irak de Saddam Hussein ne fait pas demi-tour. Une coalition de plusieurs pays avec à sa tête les États-Unis d'Amérique est créée pour s'opposer à l'Irak, vous l'aurez deviné. La première guerre du Golfe débute. Alors sur le papier, l'armée irakienne est parfois décrite comme la 4e armée au monde. Et elle résiste, c'est vrai. Toutefois, le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert est lancée par la coalition anéantissant la résistance irakienne. Par la suite, tout s'enchaîne. Le 27 février, c'est Kuwait City qui est libéré. Le même jour, un cessez-le-feu est décrété. L'Irak accepte la résolution 660 et l'ONU lui impose des inspections internationales sur ses armes de destruction massive. Saddam Hussein, lui, de son côté, reste au pouvoir. Et cela aura toute son importance, vous verrez. 17 mai 1995. En France, Jacques Chirac passe le porche de l'Élysée à bord de sa CX pour devenir le 5e président de la 5e République française jusqu'au 16 mai 2007. Au même moment, un autre homme passe plus discrètement, lui, les portes de l'Élysée. C'est monsieur Dominique de Villepin, un ancien diplomate français nommé secrétaire général à la présidence de la République par le nouveau président fraîchement élu. Avançons de 3 ans et retournons au Moyen-Orient. En Irak, les inspecteurs de l'ONU, chargés d'émettre les comptes rendus sur le développement des armes de destruction massive irakiennes, comme il avait été convenu en 1991, rappelez-vous, ces inspecteurs donc quittent le pays suite à des oppositions qu'ils ont reçues de la part du gouvernement irakien lorsqu'ils voulaient aller visiter ces sites de l'armée irakienne. En septembre 2002, c'est George Bush qui est à la tête des États-Unis d'Amérique. Il monte au créneau pour adresser un discours à l'ONU en ces termes. Je cite. « Il y a 12 ans, l'Irak a envahi le Koweït sans être provoqué. Cette agression a été stoppée par la puissance des forces de la coalition et la volonté des Nations Unies. Pour suspendre les hostilités et pour se ménager, le dictateur irakien a accepté de prendre une série d'engagements. Les termes en étaient clairs, pour lui et pour tous. Et il a accepté de prouver qu'il se conformait à toutes ses obligations. Au lieu de cela, il n'a montré que mépris pour les Nations Unies et tous ses engagements. Saddam Hussein a écrit son propre dossier d'accusation. Aujourd'hui, l'Irak continue à dissimuler d'importantes informations sur son programme nucléaire. Si l'Irak achetait des matières fissiles, il serait en mesure de construire une arme nucléaire en 1 an. Une énorme accusation est donc lancée contre l'Irak de Saddam Hussein. À l'écoute de ce discours, on s'active à l'Élysée. Les diplomates décrochent les téléphones, les conseillers échangent et tentent de planifier la meilleure issue possible, car le président français Jacques Chirac est face à un dilemme. Soutenir les États-Unis d'Amérique sur des paroles en engageant des forces françaises dans une guerre qui n'est plus qu'une question de semaines avant d'éclater, ou refuser d'intervenir au détriment de se mettre à dos la première puissance mondiale. Le choix est pris, ce sera la voie de la non-intervention. Jacques Chirac ne veut pas céder à la guerre et évoque une approche diplomatique en ce qui concerne le problème irakien. À Washington, on ne voit pas ça d'un bon œil, mais on se plie aux voies qui prennent la diplomatie et la résolution 1441 qui permet la reprise des inspections des armes en Irak est adoptée à l'ONU. Cela empêche donc pour un court moment une guerre qui paraît toutefois inévitable. Janvier 2003.
Les États-Unis d'Amérique, soutenus maintenant par le Royaume-Uni, mettent la pression sur l'ONU pour décréter une nouvelle résolution qui permettrait une intervention militaire sur le sol irakien. Du côté des inspecteurs envoyés en Irak, ils ne trouvent, eux, de leur côté, aucune preuve de près ou de loin que l'Irak est en possession d'armes de destruction massive. Malgré cela, George Bush reste convaincu que Saddam Hussein est sur le point de doter son pays de la plus grande force de dissuasion au monde, et ça, il ne peut l'accepter. 5 février 2003. Alors là, les États-Unis d'Amérique envoient à la tribune de l'ONU le secrétaire d'État de l'administration Bush. Cette personne, vous l'aurez deviné, c'est Colin Powell. Il atteste d'un discours sur la crise irakienne et au beau milieu de son discours, il sort un petit flacon, une petite fiole à l'intérieur de laquelle se trouve un liquide qu'il décrit comme de l'anthrax. Cet anthrax, il est utile au développement de l'arme de destruction massive et cette fiole, il l'aurait trouvée en Irak. Oui, elle proviendrait d'Irak, prouvant ainsi que le pays est bien coupable des torts dont on l'accuse. Le 14 février 2003, 2 inspecteurs, Hans Blix et Mohamed Al-Baradei, présentent leur rapport sur la recherche d'armes de destruction massive en Irak. Leurs premiers mots à l'ONU sont pour dire qu'ils n'ont rien trouvé en Irak et ils soulignent même le fait que l'Irak a pris la voie d'un début de coopération active et sur le fond vis-à-vis de la résolution 1441. C'est donc tout ce qu'on leur demandait. Pourtant, les voix pour la paix se font de plus en plus minoritaires au détriment de celles pour la proclamation de la guerre. Mais la France tient fermement ses positions, soutenue par un homme durant toutes ses assemblées à l'ONU, c'est M. de Villepin, qui après la réélection de Jacques Chirac a été nommé ministre des Affaires étrangères. À l'Élysée, de leur côté, la ligne directrice est toujours la même. S'opposer à une intervention armée en Irak, le message remonte à New York, M. de Villepin suit cette directive et se prépare en conséquence. Ce même jour, juste après l'intervention des 2 inspecteurs de l'ONU, le représentant de la Syrie réalise un discours, puis c'est au tour de M. de Villepin de prendre la parole. Alors remontons quelques jours plus tôt. La ligne directrice de l'Élysée est toujours la même, soutenir la non-intervention en Irak. Monsieur de Villepin, à la tête de la délégation française de l'ONU et ministre des Affaires étrangères, alors, a pour but de rédiger un discours. Il s'affaire donc à la tâche avec ses collaborateurs en attendant que leur tour de parole arrive quelques jours plus tard. En attendant, c'est un monsieur de Villepin qui assiste à tous les discours de l'ONU, dont celui de George Bush et de Colin Powell, évoqué plus tôt. Il écoute et réfléchit à comment, une fois son heure venue, il pourra affirmer de la meilleure des manières l'opinion française. En plus de ça, on voit 2 clivages qui se créent. D'un côté, la France soutenue par la Russie, l'Allemagne et la Chine. D'un autre côté, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions internationales à des points extrêmes. En plus de ça, le secrétaire à la défense américaine fait des attaques à la France, et ceci en pleine conférence de presse. Il dit « Vous voyez l'Europe comme l'Allemagne et la France ? Moi non. Je pense que c'est la vieille Europe. Les poignées de main ne sont plus que de mise, désormais, entre les représentants français et américains devant les caméras. » Le 14 février 2003, Dominique de Villepin et toute sa délégation se rendent à un nouveau conseil de sécurité de l'ONU, tout en travaillant jusqu'à la dernière minute sur l'intervention qu'ils auront à faire dans quelques heures. Dominique de Villepin s'installe à son pupitre et lorsque vient son tour, il rapproche son micro, remet ses notes en place et... Plus le monologue se prolonge, plus on sent une ambiance d'attention et de tension dans la salle. À côté de lui se trouve Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, qui ne peut s'empêcher de toucher ses papiers et son stylo comme si quelque chose dans l'air était en train de se passer. À la fin d'un discours de près de 15 minutes, Monsieur de Villepin donne un dernier remerciement à l'assistance pour son écoute, il lève les yeux de ses fiches et un silence se fait. Plus personne ne parle. Tous les membres de l'ONU ont encore leurs mains sur leur oreillette, écoutant les dernières traductions du discours. Et là, on entend une personne taper dans ses mains, puis 2, puis 3, et en quelques secondes, c'est toute l'assistance de l'ONU qui réalise un tonnerre d'applaudissements pour le discours qui vient d'être réalisé. Le Conseil de sécurité continue avec l'intervention d'autres pays, et la délégation française prend le chemin de la sortie pour retourner dans leurs locaux, sans réellement savoir qu'ils ont marqué un pan de l'histoire sur le conflit irakien. Mais en quoi ce discours a-t-il pu être aussi bien perçu par la majorité des représentants présents à ce moment-là, culture, ethnie et religion confondues ?
Le but de la délégation française, à travers ce discours, était en fait d'attendre encore un mois les résultats des inspections supplémentaires pour préserver la paix le plus longtemps possible. Beaucoup de points sont avancés par le ministre des Affaires étrangères français, dont les chances possibles du succès des inspections ou l'importance du Conseil de sécurité de l'ONU. En plus de cela, il utilise le terme de vieille Europe, rappelez-vous utilisé un mois plus tôt par le secrétaire à la défense américaine pour décrédibiliser la France. Il utilise ce terme vieille Europe concernant la crise irakienne, affirmant que la France a connu 2 guerres mondiales sur son sol et qu'elle est d'autant plus consciente que la guerre n'est pas la première solution face à des mésententes internationales. Dans ce discours, M. de Villepin met donc en avant la clairvoyance, la lucidité et la sagesse, là où Colin Powell utilisera la rhétorique, l'importance d'une frappe militaire et le danger que fait encourir l'Irak sur le monde. Ce duel se soldera sur la fin de ces réunions, au terme desquelles les États-Unis d'Amérique n'obtiendront pas la majorité au Conseil de sécurité de l'ONU, marquant une victoire de la non-intervention de l'Europe, mais les événements futurs vont nous montrer que ces faits sont tout de même à nuancer. Ce discours devant l'Organisation des Nations Unies a été l'occasion d'affirmer la souveraineté de la France sur la scène internationale, tout en entretenant de bons rapports avec certains pays, notamment la Russie, l'Allemagne et la Chine, qui, à l'époque, étaient opposés au conflit, ainsi que des pays en développement ou non membres de l'ONU. Il y a même un représentant d'un de ces pays, non membre de l'ONU, qui se présente face à la délégation française pour dire « Aujourd'hui, la France a parlé en notre nom à tous et nous l'avons fait savoir ». Aussi, au point de vue national, cette annonce de non-intervention en Irak aura un retentissement positif dans l'opinion publique française, car ce dernier, voulant majoritairement éviter un conflit ayant des causes floues et assez incertaines. Ce sera un vrai coup de poker gagnant, redorant la présidence du président français Jacques Chirac pour quelque temps, et la France a donc été appréciée pour avoir tenu tête à la superpuissance américaine. Mais qu'en est-il du côté de la Maison-Blanche ? Eh bien en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Les relations avec les États-Unis d'Amérique après ce pied de nez à leur égard sera, il est vrai, assez mal vu. Mais ils ne se soucieront pas de cela pour intervenir tout de même en Irak avec l'aide de la Grande-Bretagne, et les relations entre la France et les États-Unis d'Amérique continueront à s'exercer dans le futur. De plus, vous vous rappelez la fiole d'anthrax que Colin Powell agitait au sein de l'ONU ? Premièrement, elle ne provenait pas d'Irak, et ce n'était pas de l'anthrax, car agiter une fiole de ce liquide au beau milieu de l'ONU aurait pu tuer toute l'assistance. Les États-Unis d'Amérique sortiront donc de cette guerre avec une baisse de leur estime auprès de l'opinion publique, et les dernières troupes n'évacueront le pays qu'en 2011, sous la présidence de M. Obama. Au-delà de la personne et du contexte, il me semble que ce qu'il faut retenir de cet épisode marquant de l'histoire, c'est la manière dont le jeu diplomatique français a réussi à s'extirper sans dommage de cette crise tout en assumant sa place contre la guerre, et tout ceci à l'aide d'une simple feuille et d'un stylo. Voilà, il va être l'heure de nous séparer. J'ai cependant encore quelques mots à vous partager avant la fin de cette vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette page d'histoire en ma compagnie. De mon côté, ça a été avec une grande joie que j'ai pu parler de ce sujet, un sujet que je souhaitais évoquer depuis quelque temps déjà, mais que par un manque de temps, je n'avais pas eu le temps de mettre sur pied. Désormais, c'est chose faite, et ce, pour mon plus grand plaisir. Encore un grand merci pour votre visionnage. Si ce contenu historique vous a plu, je vous propose de m'en faire part en commentaire afin que je puisse me faire un avis sur le rendu de cette vidéo. Vous pouvez également aimer et partager la vidéo ou vous abonner à la chaîne si ce moment passé ensemble a pu vous plaire. Sur ces derniers mots, je vous dis à très vite pour une prochaine page d'histoire à partager ensemble en vous souhaitant bon vent. Portez-vous bien. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ? Bon, tu parles d'une opportunité, hein. Quelle magoule! Ici l'affaire, vous occupez des autres. Il y a longtemps, mais après ça fait plaisir. L'aventure, c'est l'aventure.